Bienvenue dans le débat. Il est consacré à la 62e édition de la conférence de Munich qui s'ouvre demain. Ce forum consacré à la sécurité transatlantique. 60 chefs d'État et de gouvernement y participent à partir de demain donc et jusqu'à dimanche. On l'appelle le Davos de la sécurité. L'année dernière, le vice-président américain J.D. Vance y a violemment fustigé les démocraties européennes en évoquant non pas la menace russe mais des menaces de l'intérieur. Un discours conforté ensuite par la publication de la stratégie de sécurité américaine et les déclarations de Trump sur le Groenland. Le lien transatlantique est rompu et l'Europe se retrouve prise en étau entre la Russie et les États-Unis, entre Poutine et Trump. Demain, c'est le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qui sera à Munich et non pas le vice-président américain. Volodymyr Zelensky sera présent également. Après l'effroi suscité par une volonté de rupture des États-Unis avec les Européens il y a un an, que peut-on attendre finalement d'une telle conférence de sécurité à Munich? Qu'a fait l'Europe depuis un an? Y a-t-il des transformations au sein de l'OTAN? Quel impact sur la guerre en Ukraine? Entre Poutine et Trump, l'Europe va-t-elle se réveiller? Voilà les questions que nous avons posées à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Claude-France Arnoux. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous êtes conseillère associée pour la défense à l'Institut géopolitique de Bruxelles, ancienne ambassadrice et directrice de l'Agence européenne de défense. Bienvenue à vous. En face de vous, Olivier Weber. Bonsoir. Bonsoir. Grand reporter et écrivain, auteur de l'esprit de résistance, et c'est aux éditions de l'Aube. Bienvenue également. Nous avons Patrick Martin-Génier ce soir avec nous. Bonsoir. Enseignant à Sciences Po et à l'INALCO, spécialiste des questions européennes. L'Europe a-t-elle un avenir? Ça sort pour la 4e édition, donc aux éditions Study Rama. Richard Verly est avec nous ce soir. Bonsoir Richard, bonsoir, correspondant France-Europe pour le quotidien suisse Blick, auteur de Cette Amérique qui nous déteste. C'est aux éditions Nevikata. Bienvenue à vous. La conférence de sécurité qui démarre donc à Munich demain, qui va durer jusqu'à dimanche, ce fameux Davos de la sécurité. Il va y avoir 60 chefs d'État et de gouvernement et puis toutes finalement les professions qui s'intéressent à la sécurité. Eh bien, on va revoir un extrait du discours de J.D. Vance. C'était donc il y a pile un an lors de la conférence de Munich. Voilà ce qu'avait dit le vice-président des États-Unis. La menace qui m'inquiète le plus pour l'Europe, ce n'est ni la Russie, ni la Chine, ni aucun autre acteur extérieur. Ce qui m'inquiète, c'est une menace qui vient de l'intérieur. C'est le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs qu'elle partage pourtant avec les États-Unis. Le président Trump a été très clair. Selon lui, nos alliés européens doivent jouer un rôle plus important dans l'avenir du continent. On parle souvent du partage du fardeau. Ce terme n'est peut-être pas toujours bien reçu, mais il renvoie à une idée simple. Dans une alliance, chacun doit prendre sa part. Les Européens doivent en faire davantage pendant que les États-Unis se concentrent sur les régions du monde les plus menacées. Richard Verly, puisque vous y allez demain, vous y étiez l'année dernière? Absolument. Oui. J'étais pas dans la salle, puisque à Munich, les journalistes sont relégués dans une salle de presse plus éloignée, mais j'étais là au moment de la conférence de presse et du discours, et je peux vous dire que ce qui m'a frappé... Vous êtes tombé de votre chaise? Moi, je ne suis pas tombé de ma chaise, mais mes confrères allemands. Oui. Et ça, je me souviens de leur visage au moment où ils écoutaient J.D. Vance en pleine campagne législative allemande, qui ensuite a reçu la leader de l'extrême droite allemande qui était en train de faire campagne pour les législatives. L'AfD. Eh bien, je peux vous dire qu'ils étaient déconfits, complètement. Et donc, justement, est-ce que depuis, Richard, l'Europe a pris conscience, en fait, de cette rupture provoquée par ce discours? Oui, je crois, c'est incontestable. Le dernier avatar de cette rupture, c'est le Groenland. On a vu ce qui s'est passé, la démonstration d'unité de l'Europe à propos de ce territoire arctique qui appartient au Danemark, enfin qui est sous souveraineté danoise. Maintenant, la question, c'est qu'une fois qu'on a réalisé la fracture, il faut trouver une alternative, il faut réparer, il faut construire. Et là, c'est peut-être plus compliqué. Mais il me semble que tout le monde aujourd'hui a réalisé que cette amitié transatlantique que célèbre depuis 62 ans Munich, parce que c'est vraiment le lieu de l'amitié transatlantique, elle n'est plus au rendez-vous. Claude-France Arnoux, l'Union européenne est devenue le problème, c'est ça ce que dit finalement J.D. Vance. Vous pensez aussi que les Européens ont pris conscience de ce lâchage sécuritaire américain? Je pourrais reprendre exactement ce que vous avez dit. Je pense que c'est très clair. Alors, il y a des Européens qui en étaient quand même conscients depuis un peu plus longtemps. Surtout que les Américains, en termes polis, nous disent depuis longtemps qu'on doit être capable de prendre notre part du fardeau. Déjà Obama, on doit être des
pourvoyeurs de sécurité et non pas des consommateurs de sécurité. Ça fait longtemps qu'ils le disent. Le choc, c'est l'ingérence en politique intérieure et qu'on nous dise que nos régimes politiques, notre vision des droits de l'homme et la relation allemande avec ces partis considérés en Allemagne comme extrémistes et descendants des partis nazis ne soit pas la bonne. Donc c'est quand même ça le choc. Et un choc idéologique, finalement. C'est un choc idéologique et surtout en Allemagne, à Munich, effectivement avec la tradition de l'ex-Wehrkunde, c'est un choc énorme parce que l'Allemagne s'est formée démocratiquement dans un lien très très étroit avec les États-Unis, avec une bénédiction permanente. Donc c'est une trahison totale. Est-ce qu'elle a changé un an après l'Allemagne, justement ? Parce qu'on fait une sorte de bilan. C'est un an plus tard aujourd'hui. Je pense qu'elle... Je sais pas si oui. Je pense qu'elle en a déjà même tiré des conséquences. L'effort de défense, qui n'est pas seulement d'accepter ce qui a été demandé à l'OTAN, les 3%, les 5%, c'est, je crois, une intériorisation réelle du fait que l'Allemagne doit se réarmer. Alors là, elle l'a vraiment... Je pense qu'elle le fait avec détermination. En si peu de temps, parce qu'on parle d'un an, hein, Olivier Weber, l'impact sur l'Ukraine, hein, vous qui allez très souvent sur place, pour Zelensky, ça a évidemment été aussi un énorme choc. Il sera demain aussi à la conférence de Munich. Finalement, il a fallu que l'Ukraine s'appuie sur les Européens, demande de l'aide des Européens pour justement remplacer l'aide américaine. Oui, tout à fait. Là aussi, c'était un tournant. C'est une transition difficile. Les Ukrainiens, puisque je reviens d'Ukraine, restent vraiment dans l'espérance d'une nouvelle entente, même d'une transition de la part de ce défaut, de cette carence de la part des Américains vers un sursaut européen. Et c'est vrai, je suis d'accord avec vous, l'an dernier, c'était un électrochoc, sur le fond, sur la forme, de la part de J.D. Vance, vice-président américain. Mais en même temps, la conséquence, c'est quoi ? C'est un réveil. En fait, c'est une prise de conscience, d'une part, et deuxièmement, un effet de levier financier, au niveau de la dépense aussi. La dépense pour la défense, même si ça, évidemment, s'apprête à débat, ne serait-ce qu'entre la France et l'Allemagne, sur le financement, le type de financement, un emprunt ou pas, puis le fameux seuil, est-ce qu'on passe allègrement de 2% d'un budget à la défense par rapport au PIB, aux différents PIB à 5%, c'est pas évident. Mais sur le fond, il n'est pas faux que l'Europe s'est endormie sur ses lauriers pendant 80 ans. On a financé les dépenses sociales et la santé et l'éducation en se privant en fait d'une dépense concrète militaire européenne. Là, on passe à l'action et c'est nouveau, évidemment, c'est aussi l'espoir pour les Ukrainiens. Et Zelensky fait confiance aux Européens ? Ou est-ce qu'il essaye toujours, tout de même, d'avoir le parapluie américain ? Il reste sceptique parce qu'évidemment, cette transition au niveau financier militaire va être compliquée. Deuxièmement, il y a bien sûr des pieds et des mains liés entre l'Ukraine et les États-Unis. On sait très bien que si ça s'arrête d'un coup, du jour au lendemain, c'est cette aide au niveau communication, renseignement surtout, et militaire, ça serait dramatique. Mais la transition se fait plutôt bien. Donc Zelensky est plutôt, comment dirais-je, il est lucide, on va dire, sur cette transition. Elle est difficile, mais en même temps, les Ukrainiens ont fait des progrès incroyables dans l'autonomie de défense, ne serait-ce qu'au niveau des drones, c'est tout bête, mais au niveau des drones, au niveau du renseignement, au niveau aussi des frappes en profondeur du côté russe. Alors c'est marginal, mais pas tant que ça, parce que ça a un vrai impact au niveau de l'économie russe, et deuxièmement au niveau de, comment dirais-je, de la capacité offensive de la part de l'armée russe. Patrick Martin-Genier, vous pensez que les Européens ont vraiment, vous aussi, pris conscience de la fin du protecteur américain ? Est-ce qu'on est dans une phase de sidération ou d'action, d'union ou de division ? Tout ça en même temps. Tout ça en même temps. Parce que vous rappeliez le discours de J.D. Vance, vice-président américain, l'année dernière à la conférence de Munich, mais il a humilié les Européens. Et je me demande comment ils ont été tétanisés, sidérés. Et ils ne sont même pas sortis de la salle de conférence, alors que J.D. Vance a refusé de rencontrer celui qui était encore chancelier, Olaf Scholz, en disant que de toute façon, c'était la fin de son mandat. C'était une humiliation suprême. Et ensuite, on était au-delà de la rupture. Ça a acté la rupture tout de suite. Mais en plus, on savait très bien, Madame l'a dit, que depuis l'administration Obama, eh bien, il fallait qu'on prenne en main notre défense. L'Ukraine était en quelque sorte un accident de parcours, si j'ose dire. On est encore obligé aujourd'hui de s'en occuper. Mais en tout cas, très clairement, on savait que nous devions nous occuper de notre défense en Europe. Mais le point de rupture, c'était ce discours idéologique. Au lieu de mettre l'accent sur la sécurité européenne, eh bien, pendant un an, on nous dit que nous sommes en gros des dictatures, que nous privons nos ressortissants d'une liberté de parole. Et quand il parle de liberté de parole, c'est la liberté pour l'extrême droite de
promouvoir tout ce langage xénophobe, anti-migrant, etc. Et donc, on voit bien avec la politique migratoire aux États-Unis. Et donc, et en même temps, on a bien vu que le commissaire européen Thierry Breton, eh bien, finalement, avait été en quelque sorte exfiltré de la Commission parce qu'il avait osé s'opposer à Elon Musk, lorsqu'il lui avait fait des remarques sur la violation des règles en matière de numérique. Donc, on voit bien aujourd'hui que ça continue. Et bien évidemment que nous devons renforcer notre défense. On l'a pris en compte, mais entre les 2% et les 5%... Là, on est dans l'objectif. Hein, on est dans l'objectif, mais ça prendra tout de même un certain temps et pas tous les États européens y arriveront parce qu'encore une fois, nous avons aussi des problèmes d'ordre budgétaire. On va regarder justement cette étude de l'Institut Kiel qui vient de sortir. L'Europe qui a permis en 2025 que l'aide à l'Ukraine soit stable. Vous allez voir sur le schéma, elle est un peu en baisse par rapport à la moyenne 2022-2024, 13% de moins, donc un peu en baisse. Mais elle a augmenté, si vous voyez bien sur ce schéma, l'aide européenne a augmenté de 67% au-dessus de la moyenne 2022-2024. Et l'aide non militaire a augmenté de 59%. Et elle passe maintenant par les institutions européennes. Donc, bon, si on regarde ce graphique, Richard Verly, on peut vraiment se dire que les Européens prennent vraiment la place des Américains, même s'il y a une légère baisse. Donc, il y a une performance. On peut dire un peu bravo à l'Europe, là. Oui, je pense que l'Europe, en tout cas, elle a démontré que les mots, elle était capable de mettre des actes en face de ses paroles. Elle a promis à Volodymyr Zelensky de l'aider, c'est ce qui s'est passé. Et moi, ce que je retiens au-delà de ces chiffres-là, c'est ceux pour l'année à venir, c'est les 90 milliards d'euros, le prêt qui a été consenti au sommet européen de Bruxelles au mois de décembre. Vous vous souvenez qu'il y avait cette controverse sur utilisation ou non des actifs russes gelés comme gage. Finalement, on a renoncé à cette solution. On a fait un emprunt, mais c'est quelque part encore plus symbolique. On a fait un emprunt européen. Vous savez, c'est un mot que les Allemands, notamment, n'aiment pas, mais on l'a fait pour l'Ukraine. Donc, je crois que l'Europe est au rendez-vous. Après, est-ce que c'est tenable sur la durée ? Je pense pas. Je pense qu'à ce rythme-là, c'est pas. Il y a une fatigue européenne, c'est évident. Rappelons aussi que l'Ukraine est dans un processus d'intégration à l'Union, que ce sera une intégration compliquée, il faut quand même se le dire. Et donc, il faut la paix, il faut un accord. Et quand Donald Trump annonce qu'il veut un accord au printemps, très franchement, les Européens ne disent pas la même chose, mais je pense qu'ils le pensent. Mais justement, Olivier Weber, on a l'impression que Zelensky est maintenant en train d'accepter le fait de faire des élections, d'organiser des élections avant le mois de mai. Il y a tout un ensemble de ce qu'on peut lire justement sur ce que serait prêt à accepter Zelensky, dont des élections. Est-ce qu'on s'engage quand même vers une sorte de cessez-le-feu avant l'été? C'est ce que souhaite Trump, en tout cas, c'est sa dernière déclaration. Oui, absolument. Enfin, je rappelle quand même que Trump, quand il est arrivé au pouvoir, disait que la deuxième intronisation, que la guerre serait réglée en 24 heures, et on est toujours en pleine guerre. Zelensky veut donner des gages. On voit bien que c'est quand même lui qui a encore le calendrier, Donald Trump. On parle de l'Europe, mais tout à fait. Et il demande la à clé Zelensky. est à Washington, évidemment. Il peut bloquer tout processus de paix, il peut l'accélérer aussi, etc. Zelensky, il veut gagner du temps, et en même temps, il veut donner des gages, en particulier aux Américains, sur les élections, un peu sur le Donbass, mais sans plus, sachant du côté ukrainien. Il pourrait lâcher le Donbass au final ou pas? C'est-à-dire éviter la capitulation. C'est-à-dire en fait, il reste ces 4000 km² qui ne sont pas occupés donc, par les troupes russes. Après, il y a une sorte de Molise Vivendi, de petite musique qu'on entend par les Ukrainiens, des militaires comme des civils ou des politiques, c'est de dire grosso modo, la Crimée, c'est irrécupérable, et ce qui est déjà occupé dans le Donbass, ça va être difficilement récupérable. Pourquoi? Parce que Richard parlait d'une fatigue de l'Europe, il y a une fatigue également politique, militaire, institutionnelle, en coût humain de la part des Ukrainiens. Les hôpitaux sont pleins. Moi, quand je parlais des militaires ukrainiens, des officiers me disent, alors je leur dis, mais qu'est-ce qui vous manque? Du Starlink, des appareils de télécommunication, des drones, des armes, etc., des munitions. Non, il nous manque des hommes. On n'arrive pas à faciliter le turnover, donc la rotation et la relève, en fait, le repos des hommes. Et donc, Zelensky essaye de gagner du temps. En même temps, il est coincé par sa constitution, il est coincé aussi par le fait de garder la face politiquement, mais en même temps, il sait très bien aussi qu'il y a un coût, il y a plusieurs coûts. COUTS du côté russe. Il y a un coût également au niveau de la ressource humaine. Il y a beaucoup de morts actuellement, beaucoup de blessés du côté russe. Et deuxièmement, il y a un coût économique. Et les Ukrainiens calculent aussi sur le cumul des effets des sanctions économiques, auxquelles ne croit pas d'ailleurs Trump. Mais il y a quand même une économie en semi-marasme du côté russe. Il y a une inflation assez importante de 10%. Parce que finalement, ce qui bloque aujourd'hui, ça reste quand même la Russie. Bien sûr. Les Ukrainiens seraient prêts tout de même à
disons... de trouver une solution de facilité, on va dire, pour pouvoir négocier une paix honorable Avec et les non garanties pas la de paix sécurité. de capitulation. C'est toute la difficulté parce que la population est fatiguée et les militaires aussi, mais ils vous disent en même temps, tout ça pourquoi ? Ça fait 4 ans qu'on se bat, il y a des centaines de milliers de blessés, d'amputés en particulier, et on va renoncer à ces territoires avec une paix qui ne serait pas honorable. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu. Zelensky travaille et il essaie de gagner du temps là-dessus. Avec une garantie de sécurité européenne et plus large, avec cette fameuse coalition des volontaires qui inclurait donc d'autres pays. Mais ça fait partie des négociations aussi. Oui, non, mais Volodymyr Zelensky veut une paix juste et durable. Mais à chaque fois qu'il a été question de cession territoriale, il a dit non, non et non. Vous l'avez dit. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas politiquement accepter des concessions territoriales constitutionnellement. Cela va lui créer des problèmes politiques. Et d'ailleurs, je pense que la volonté de Trump de faire des élections, c'est aussi un piège qui pourrait se refermer sur Zelensky. Ça, c'est une concession à la Russie, en fait. Oui, non, mais voilà, ce que je veux dire, Oui. c'est que de toute façon, la Russie est en désaccord sur tout. Elle veut la capitulation pure et simple. Et donc, vous savez, on dit toujours, il reste 5% des questions à régler. Les 5%, ce sont les concessions territoriales. Et aujourd'hui, Zelensky a toujours dit qu'il n'était pas en situation de les accepter. Donc, il y a deux solutions. Soit il les accepte et ça va lui créer des problèmes politiques, soit il disparaît de la scène politique et il laisse quelqu'un d'autre le faire. Et Claude-France Arnoult, donc l'Europe, là, reste essentielle pour justement donner des garanties de sécurité à l'Ukraine. C'est en ça qu'elle serait présente avec cette fameuse coalition des volontaires. Ça fait partie aussi de la nouvelle donne. On lui demande beaucoup plus que ça. Sans la mettre à la table, on dicte des conditions aux Européens. Alors, ce que les Européens ont pris en main, c'est effectivement la coalition des volontaires, pour que ça, ce soit à leur initiative, à leur main. Cela dit, notamment dans le dialogue franco-britannique, cette garantie de sécurité, elle est difficilement envisageable sans un backstop, enfin dans le jargon, une contre-garantie américaine, puisque c'est quand même face à la Russie. Donc il y a cet aspect-là, et par ailleurs il y a tout ce que, dans ce que les Américains discutent avec les Russes, avec les Ukrainiens et sans nous, c'est le calendrier d'entrée dans l'Union européenne, le sort des ressources ukrainiennes. Donc tout ça, ça fait pas sans nous, vous dites, sans c'est sans nous. l'Europe. On n'est pas très loin des 28 points qu'on avait trouvés absolument horribles au début. Moi, j'espère que vous avez totalement raison. Cela dit, moi, j'entends plus effectivement parler de la Crimée. Non, la Crimée, non. Je parle du Donbass. Le Donbass. La Crimée, elle est quasiment abandonnée de fait. Oui. Le Donbass. Il y a un an, on en était à il faut que la Russie soit vaincue. La Crimée. Oui, alors l'autre élément. Le Donbass, il y a toujours cette problématique de la Russie qui n'a pas donc les territoires non occupés par la Russie. Absolument. Alors la Crimée, la page semble tourner, y compris pour les Ukrainiens. Après, quand même, il y a une autre musique qu'on commence à entendre, et c'est Emmanuel Macron qui l'a entonné le premier, c'est « Il faut reparler à Vladimir Poutine ». Et ça, on l'entend nettement. Devancer. Et c'est assez logique qu'on l'entende, parce que d'abord, il y a cette fatigue ukrainienne, européenne qui est réelle. Je vous ai dit, 90 milliards d'euros, il ne faut pas rêver. L'Europe ne va pas tous les 2 ans emprunter 90 milliards d'euros pour l'Ukraine. C'est juste pas possible au moment où Emmanuel Macron appelle par ailleurs un emprunt communautaire pour des investissements en Europe, et notamment des investissements de défense. Que ne souhaitent pas les Allemands d'ailleurs. Hein, il est logique de vouloir reparler à Vladimir Poutine. La question c'est, on parle de quoi ? On parle comment ? Et est-ce que ça ne sera pas un dialogue de dupes avec un président russe qui, de toute manière, fait son deal en direct avec le président des États-Unis ? Donc on voit bien que l'Union européenne, enfin l'Europe, est dans une position extrêmement compliquée. Et un autre élément, et là Munich sera intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va voir des États-Unis à travers Marco Rubio et non plus J.D. Vance avoir une approche plus coopérative avec l'Union européenne, parce que si les États-Unis continuent de gifler les Européens en public comme ils l'ont fait l'an dernier, alors là, ce sera difficile d'imaginer autre chose qu'une réaction forte et un divorce. Peut-être que Marco Rubio, effectivement, moins idéologue que J.D. Vance, va changer l'ambiance demain lorsqu'il va rencontrer Zelensky. Le blocage, l'annonce spectaculaire de la part de J.D. Vance, cette critique presque éthique, presque historique, ontologique sur l'Europe, elle a laissé des traces sur le fond et sur la forme. Après,
le fait qu'il y ait un canal de négociation avec Poutine, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que dans ce blocage total au niveau de la négociation depuis maintenant 2 ans ou 3 ans, enfin même depuis le début de la guerre de la part de Poutine, c'est qu'il est dans une position maximaliste, c'est-à-dire qu'il veut tout avoir. Et Trump lui a donné raison, grosso modo, sur les concessions territoriales, sur le transactionnel, sur les élections, etc., sur l'absence de garantie de sécurité. Même sur l'utilisation des fonds. Tout à fait, l'utilisation des fonds, etc. Et donc là, le fait qu'il y ait au moins un État, la France, ça peut être la Suisse, la Norvège demain, etc., voire la Turquie, qui essaye de savoir par un canal de de négociation, quelles sont les intentions réelles de la Russie et jusqu'à où elle peut baisser la garde en dehors de ces, entre guillemets, les lignes rouges, comme il y a des lignes rouges de la part de l'Ukraine, c'est pas intéressant. Donc Zelensky ne verrait pas comme une trahison. Non, c'est-à-dire qu'il n'a pas le choix non plus. Mais vous savez, c'est ce que disait aussi Patrick, c'est les 5%. Et c'est jusqu'où, quand on est dans une position bilatérale, en l'occurrence l'Ukraine et la Russie, qui n'est pas bilatérale, c'est multilatéral. Il y a bien sûr les États-Unis derrière, vous avez raison, les Européens sont absents, mais jusqu'où les deux parties peuvent se rapprocher. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui peut être un accord ou pas un accord ? Qu'est-ce qui bloque, etc. La Crimée, évidemment, malheureusement, je pense que c'est à mettre au niveau pertes et profits. Le Donbass occupé en grande partie, le Donbass non occupé qui reste du côté ukrainien, non. Et là-dessus, Poutine demande à ce que tout le Donbass, même les 4000 km² qui sont occupés, passent dans le giron de la Russie. Et donc, Trump lui a dit oui. Je pense que là, il peut y avoir aussi une négociation possible. Après, pardon, je vais finir là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'une paix ? Est-ce que c'est un cessez-le-feu, l'arrêt des combats, une cessation longue et durable ? Moi, je ne crois pas à la cessation des combats longs et durables tant qu'il n'y aura pas de garantie de sécurité des observateurs européens, des casques bleus, peut-être même des émissaires américains. Je ne crois pas aux Américains, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une force de présence internationale. Sinon, Poutine recommencera, non seulement en Ukraine, mais ailleurs en Europe. Claude France Arnoult, puisque vous êtes la diplomate du plateau, il faut parler à Poutine ? Moi, je le crois aussi. Je crois que, en fait, la question, c'est où est-ce que ça nous mène de ne pas lui parler ? Ça nous mène à... Oui, mais où est-ce que ça nous a mené de lui parler avant ? C'était à un autre moment, et ça ne veut pas dire qu'il faut... Je veux dire, c'est comme si Trump disait j'avais dit 24 heures, je ne les ai pas, j'arrête de lui parler. Donc je crois qu'il faut... Le moment est propice. Le moment est propice. Et ce qui est très frappant, c'est que c'est le président Macron qui a eu le courage, parce qu'il en avait quand même pris un peu plein la figure pour avoir parlé à Poutine. Il a eu le courage de le redire, mais on l'entend dans d'autres États. Il y a par exemple un débat interne très intéressant chez les Baltes. Oui. Entre ceux qui disent mais oui, il faut parler, il faut même nommer un envoyé spécial européen. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, et puis d'autres, que ce soit en Estonie, en Lituanie ou en Ils ne voient pas d'un mauvais œil un dialogue avec Poutine, avec les pays européens. Il y a un vrai débat. Ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Et donc, c'est un débat au sein même des plus, d'une certaine manière, concernés directement, frontaliers des Russes. Il y a aussi les Finlandais, avec Stubb, qui posent la question... Et on se demande ce qu'ils pourraient obtenir, les Européens, avec Poutine, quand même. Patrick Martin-Genier dit rien. Franchement, qu'est-ce qu'on va dire à M. Poutine ? Ils vont s'appeler, on va dire il faut que vous acceptiez un certain nombre de négociations. Le seul point peut-être, pour être positif, qui pourrait incliner Poutine à négocier, c'est la faiblesse de son économie. On s'aperçoit ces derniers temps que son économie est très affaiblie. C'est peut-être un point, il a peut-être intérêt à faire la paix, mais ils l'ont dit, ils veulent la capitulation de l'Ukraine. Sergueï Lavrov a dit très clairement qu'il fallait éliminer les racines du mal. Donc vous ne pensez pas que les Européens pourraient peser en fait dans une négociation rien du tout. avec Poutine. Comme vous l'avez dit, les clés sont à la Maison-Blanche, les Européens comptent pour du beurre. La seule chose qu'on nous demande à nous, c'est d'assurer une sorte de service après-vente, la coalition des volontaires. Mais là aussi, les négociateurs russes, parce qu'ils ont négocié il n'y a pas longtemps à Abu Dhabi, ne veulent pas en entendre parler. Même s'il y avait un cessez-le-feu, ils ne veulent pas de troupes étrangères sur le sol ukrainien. Claude France Arnoult. Moi, je crois qu'il y a toute une série de questions et qu'une négociation, c'est pas forcément commencer par ce qui est quasiment inextricable, c'est-à-dire la question territoriale. Enfin, la question territoriale qui reste, c'est-à-dire la partie du Donbass qui n'a pas été conquise par les Russes. Donc on commencerait par quoi ? Il y a plein d'autres sujets. Il y a la centrale nucléaire de Zaporijjia. Est-ce que c'est pas un sujet dont on peut parler ? Moi, j'ai entendu des collègues défendre le fait que c'était un sujet dont on pouvait parler. Les enfants enlevés, les échanges de prisonniers. Il y a donc toute une série de questions qui ont l'air mineures, mais enfin, les enfants enlevés, c'est pas mineur, dont on peut
non seulement parler, mais qu'on peut négocier aussi contre certains éléments des sanctions. Et là, il y On a aurait quand une même un place. paquet de sanctions impressionnant. Donc, on peut Donc prendre... il y a un levier quand même que peut utiliser Moi, je la crois France qu'il y a ou un d'autres levier. pays européens. Il y a un Richard point quand Verly. même. Rappelez-vous récemment, Volodymyr Zelensky, c'était à Davos, a rencontré Donald Trump. Il est sorti de cette rencontre en disant qu'ils avaient un accord sur les garanties de sécurité. C'est-à-dire qu'entre l'Ukraine et les États-Unis, il y a un accord. Qu'est-ce qu'il y a dans cet accord ? Il y a une seule chose, au fond, qui pose encore problème pour la coalition des volontaires. C'est est-ce que la question des troupes étrangères, la Russie n'a jamais dit non à des troupes étrangères. Elle a dit non à des troupes membres de pays de l'OTAN qui pourraient même, a-t-elle dit, être pris pour cible. Sauf qu'entre ce que dit la Russie, c'est ça la question. Ce que veulent les Européens aujourd'hui, c'est avoir l'assurance que s'il y a une paix et que la coalition des volontaires déploie des troupes européennes en Ukraine, ils ne seront pas pris pour cible. Et il est possible que sur ce point, il est possible que la Russie bouge sur ce point, en échange du Donbass. On est dans l'hypothétique, bien sûr, mais il est possible. C'est ça qui va se jouer. Et Macron, en appelant Vladimir Poutine, Et ça pourrait intervient à un discuter... moment donné où vient d'être adopté début février le 20e paquet de sanctions. Le 20e paquet de sanctions dont le cœur est la flotte fantôme russe, la fameuse flotte qui ravitaille, enfin qui achète le pétrole russe et qui le convoie vers des raffineries, notamment en Inde. Il y a maintenant 640 navires qui sont inscrits et interdits par l'Union européenne. Et là, ça fait mal et ça se double avec les sanctions américaines sur Yukos et Rosneft. Donc, il faut parler à Poutine. C'est une réalité. Alors, simplement, sur le fond, les Ukrainiens vont se battre jusqu'au bout, jeunes et moins jeunes, militaires, l'arrière, la population, les civils, la société civile disent on n'a pas le choix, nous sommes le dos au mur, si on ne se bat pas, on sera écrasé. Ils ne se donnent pas un deadline en disant on verra après la fin de l'hiver. Oui, mais en tout cas, ils vont se battre jusqu'au bout. Et regardez, si on regarde ce qui se passe depuis 4 ans, on peut constater quand même que c'est un échec de la part de Poutine qui voulait attaquer et prendre Kiev en 4 jours, en 3 jours. Mais à quel prix pour les Ukrainiens, c'est ce que vous disiez. Bien sûr, absolument. Donc c'était une erreur de sa part. Moi, je parle beaucoup aux diplomates européens et je leur dis, bon, si Poutine s'était contenté, enfin, entre guillemets, d'attaquer le Donbass plus à l'ouest, 10 km, 20 km, 40 km, est-ce qu'on aurait bougé ? Pratiquement tout le monde, les diplomates européens m'ont dit on n'aurait pas bougé. Kiev, c'est autre chose, c'était symbolique, etc. Il y a cette erreur. Deuxièmement, ce que peut faire la diplomatie européenne en particulier, d'abord, c'est se réintégrer dans le jeu, forcer la main de Trump et les Américains pour dire nous existons, il faut qu'on soit là. Ils essayent de faire depuis un an. Tout à fait, absolument. Et c'est éviter l'inadmissible, on va dire, c'est éviter les lignes rouges. Après, ce qu'il faut éviter aussi, c'est du côté russe, et là, il y a un rôle de déblocage à jouer du côté des Occidentaux, des Européens en particulier, c'est la fuite en avant. Poutine est dans un marasme que je pourrais appeler le syndrome du Kremlin, qui est un peu l'héritage du syndrome aussi post-tsariste et stalinien, dans la solitude, le fait qu'il ait été finalement un petit peu trompé, on va dire, par ces Soloviki, donc les directeurs des services de sécurité, qui lui ont dit mais si, bien sûr, monsieur le président, on va prendre Kiev en quelques jours, etc. Et il faut éviter cette fuite en avant qui est très dangereuse pour les pays baltes, pour la Roumanie, pour la Moldavie, pour le reste du monde. Et là, il y a peut-être un canal de négociation à trouver. Alors encore une fois, il faut respecter les lignes rouges des Ukrainiens, ne pas capituler, ne pas tomber totalement dans la besace des Russes. Et à Bruxelles, il y avait donc les ministres de la Défense qui étaient réunis au sein de l'OTAN. C'était aujourd'hui. Le secrétaire général de l'OTAN, d'ailleurs Mark Rutte, a affirmé que c'était un sommet de l'OTAN différent, qu'il connaissait une rupture en Europe en matière d'investissement des pays européens dans la défense. Il a évoqué d'ailleurs la nécessité de travailler ensemble comme alliés. Ça, ce sont les propos de Mark Rutte. On fait un point en image avec Mark Pope. Renforcer la sécurité de l'Europe, voilà l'objectif des ministres de la Défense de l'OTAN réunis à Bruxelles. Une stratégie qui se concentre avant tout sur le Groenland. L'Alliance Nord-Atlantique vient tout juste de lancer sa mission Arctic Sentry. Du sud au Grand Nord et l'Arctique, de l'Est à l'Ouest, l'OTAN est toujours en service pour dissuader et défendre. C'est pourquoi nous avons tout juste lancé Arctic Sentry, étant donné l'activité militaire grandissante de la Russie et l'intérêt grandissant de la Chine dans le Grand Nord. Cette activité de l'OTAN consistera avant tout à mieux coordonner les opérations déjà existantes, comme l'exercice Arctic Endurance, déjà mis en œuvre par le Danemark. D'autres opérations navales ou terrestres pourraient aussi avoir lieu, notamment sur le sol groenlandais, une hypothèse dénoncée par Moscou qui menace. En cas de militarisation du Groenland, et si des capacités militaires dirigées contre la Russie sont créées, nous prendrons des contre-mesures adéquates.
y compris militaires et techniques. Néanmoins, notre position fondamentale demeure que l'Arctique doit rester une zone de paix et de coopération. Mais au-delà des Russes et des Chinois, l'objectif est avant tout de répondre au coup de boutoir de Donald Trump. La mise en place d'Arctic Sentry a d'ailleurs été décidée après la rencontre entre le président américain et le secrétaire général de l'OTAN à Davos le mois dernier. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a dit vouloir annexer le Groenland, provoquant une des crises les plus graves de l'histoire de l'Alliance Atlantique. Claude France-Aranou, le but ultime finalement quand on voit le Arctic Sentry, cette activité donc dans l'Arctique, est-ce que le but ultime c'est de créer donc un pilier européen au sein de l'OTAN? Est-ce que c'est ça le but ultime? On a vu d'ailleurs que ce n'était pas Pete Hegseth qui s'est déplacé à Bruxelles, mais le sous-secrétaire américain à la Défense. Est-ce que ça a une signification? Et est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est transférer une partie du commandement de l'Alliance Atlantique vers les Européens? C'est ça l'objectif? Vous n'avez pas l'air... Non, moi, je n'ai jamais cru, et je crois pilier moins européen. que jamais à ce pilier européen de l'OTAN. L'OTAN, ça a une colonne vertébrale américaine. Et je crois beaucoup à un pilier européen, mais pas dans l'OTAN, pas dans les structures de l'OTAN, pour être des partenaires fiables et indépendants et autonomes. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Alors comment on peut faire une force européenne donc en dehors de l'OTAN lorsqu'on est pris dans cette alliance? Je n'ai pas dit force parce qu'il n'y a pas finalement de force de l'OTAN non plus. Donc il n'y a pas d'armée de l'OTAN, il n'y a pas d'armée de l'Union européenne, mais il y a des systèmes de commandement et de contrôle. C'est un point très amusant, enfin très significatif, pardon, pas du tout amusant, c'est les conseils qui avaient été donnés, pas les conseils, les consignes par les Danois au pire moment de la crise sur le Groenland, en disant qu'il fallait même plus utiliser le Bluetooth parce qu'on pouvait être écouté par les Américains. Donc vous imaginez que dans un quartier général OTAN, tous les systèmes de communication, de contrôle et d'information sont américains. Donc quand on parle de pilier européen de l'OTAN ou d'européanisation de l'OTAN, qui est une variante, on remplacerait les Américains. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de garder l'OTAN. Pour le moment, ça tremble un peu. On peut faire des choses bien. Cette opération sur l'Arctique, c'est très bien. Et ça a donné une sortie honorable à tout le monde. À vous écouter, lorsqu'on parle de Arctic Sentry, en fait, les Américains gardent la main mise là-dessus, même si c'est présenté comme une mission européenne, alors. Je pense que... Je ne sais pas d'ailleurs si les Américains n'y participent pas. Mais en tout cas, on prend les Américains au mot. On dit vous avez une crainte sur la vulnérabilité du Groenland vis-à-vis des Chinois, vis-à-vis des Russes. Eh bien, on va protéger le Groenland. Et que l'OTAN le fasse, c'est parfait. C'est une solution vraiment, je trouve, intelligente, un alibi utilisé par Trump pour s'approprier immobilièrement, si j'ose dire, le Groenland, c'est-à-dire vous n'êtes pas capable d'assurer la sécurité. L'OTAN le fait, c'est bien. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est un pilier européen. Oui. Vous êtes d'accord, Patrick? Est-ce que c'est hypocrite d'utiliser ce terme, alors? Non, c'était habile diplomatiquement. Oui, voilà, il faut voilà. Donc c'est hypocrite. Diplomatiquement, ce que dit le langage politique. Moi, je crois que oui, il y a une prise de conscience. À partir du moment où il y a une augmentation quand même du PIB des pays européens, au sein de l'OTAN, il y a quand même un renforcement du pôle européen. Au moment où on parle du pôle européen, c'est le même Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui nous dit qu'on ne peut pas se passer des États-Unis et que l'Europe de la défense n'existe pas et que les États-Unis sont là, ils seront toujours présents, bien évidemment, que c'est l'épine dorsale de l'OTAN. Néanmoins, nous, on nous demande quoi? On nous demande d'augmenter les dépenses, le PIB, la part du PIB consacrée à notre défense. On voit aujourd'hui que la France, par exemple, envoie des troupes en Roumanie pour renforcer le front est de l'Europe. Donc c'est ça aussi, la volonté politique des États de mieux contribuer à la défense. Et ça me paraît tout à fait essentiel pour... Et là, on sort de l'OTAN. Oui, mais on a bien vu aussi... La Roumanie, non, justement, on est toujours dans l'OTAN. Non, on est dans l'OTAN, mais la Roumanie... Oui, bien sûr. Mais je veux dire par là, regardez ce qui s'est passé pour le Groenland. On a envoyé quelques soldats. L'Allemagne, 48 heures, une force d'observation de quelques soldats. Bon, ça veut dire que cette fameuse coalition des volontaires, finalement, qu'on a vue pour l'Ukraine, elle peut être plus large que l'OTAN ou moins large que l'OTAN. On peut, si certains ont une volonté politique, de constituer une force pour mieux contribuer à notre défense. Et n'oublions pas que nous sommes quand même une puissance nucléaire. Donc, je veux dire, la France, elle a un poids essentiel. Et en Allemagne, précisément, ces derniers jours, eh bien, le chancelier Merz parle de l'extension du parapluie nucléaire français. Donc en fait, Richard Verly, vous êtes d'accord avec ça? On a vu tout de même aujourd'hui lors de ce sommet que le commandement, qu'il y a des commandements, donc 3 commandements me semble-t-il, qui vont passer sous contrôle européen.
Alors, qu'est-ce que ça signifie? Vous avez l'air de dire que non, mais... J'ai rien dit du tout. Non, je vous vois dubitative. Pas encore. Donc, en fait, on parle des forces de l'OTAN à Naples, à Brunssum, aux Pays-Bas, et à Norfolk, aux États-Unis, où finalement, ce sont des gradés européens qui vont diriger ces commandements-là. Donc ça va dans le sens d'un pilier européen de l'OTAN. Oui, alors sauf que moi je suis Sauf qu'en d'accord fait- avec Claude Arnoux. D'abord à Norfolk, où il y avait le commandement, je parle sous votre contrôle, le commandement chargé de la transformation, il y avait déjà un général, en l'occurrence français, qui en était le commandant. Donc c'est pas nouveau. Et les deux autres commandements que vous citez, effectivement, ça va donner des responsabilités à des officiers supérieurs de pays européens, avec un état-major sans doute européen, mais le commandant en chef demeurera américain et il continuera d'avoir à la fois la responsabilité des forces de l'OTAN et des forces américaines en Europe. Donc c'est-à-dire que si une crise doit intervenir, son patron c'est Donald Trump parce que sa première responsabilité c'est celle des forces américaines en Europe. Et deuxième élément, les États-Unis gardent le commandement maritime. C'est-à-dire au fond la périphérie stratégique de l'Europe. Donc il est évident que ce n'est pas du tout de la part des États-Unis un abandon de l'OTAN. Ce qu'ils veulent, et c'est très trumpien, c'est en garder le contrôle, c'est garder un droit de veto sur tout ce que fait l'OTAN, mais que les Européens payent ou contribuent davantage. Voilà, être moins présent. Alors d'ailleurs, c'est intéressant, Olivier Weber, Zelensky, lui, il veut une armée européenne. Donc on en est très loin, mais voilà ce que dit le président ukrainien. On en est très loin. Il a intérêt, évidemment, ne serait-ce que pour avoir des aides, ne serait-ce que pour avoir de la formation, outre que bilatérale, ukraino-polonaise, ukraino-allemande, ukraino-française. Et puis, bien sûr, pour avoir ce qu'on disait tout à l'heure, des observateurs éventuellement à venir, donc pour un éventuel cessez-le-feu auquel d'ailleurs personne ne croit. Après, l'OTAN existe encore. Mark Rutte, vous le disiez, est un atlantiste convaincu, peut-être un peu trop américain, mais cette structure existe. Il n'est pas question de la faire voler en éclats. Il n'est pas question d'aller encore au-delà des demandes de la part de G20. D'ailleurs, il y avait le ministre de la Défense ukrainien était à Bruxelles aujourd'hui. Manifestement, ça c'est une première. Et à côté de ça, il peut y avoir en parallèle ou en superposition une Europe de la défense en devenir. Regardez, on parlait tout à l'heure de ce seuil à l'horizon 2035 de dépenses de PNB, des PIB donc en budget militaire qui passerait de 2 à 5%. C'est énorme. Et après, donc, il peut y avoir très bien une coexistence de ces deux structures. Donc, sinon un pilier européen de l'OTAN, en tout cas l'OTAN qui perdurerait avec quand même toujours une clé détenue par les Américains. Et deuxièmement, une défense européenne avec énormément de partenariats stratégiques, croisés, bilatéraux, multilatéraux, trilatéraux, etc. Ça existe déjà et ça doit être développé. Les Finlandais, les Suédois, les Scandinaves, les Danois ne demandent que ça. Les pays baltes aussi ne demandent que ça. Ils sont un peu moins puissants, ça fait 1 million d'habitants pour les 3 pays. Mais en tout cas, ils ont cette volonté. Il y a un consensus qui existe et ces deux structures otanesques, on va dire, avec une dérive peut-être, une transposition du côté américain ou du côté européen, peu importe. Mais deuxièmement, une Europe de la défense, ça doit exister, ça doit coexister. Et c'est une manière de répondre à la seule, comment dirais-je, la seule réponse qui puisse exister par rapport à Poutine, qui nie le droit international, c'est le rapport de force. Il faut que l'Europe soit puissante et se réarme pour dire non à Poutine. Claude Arnoux, mais ça veut dire comment? Ça veut dire objectif de 5% de PIB dans les financements OTAN, et ça veut dire objectif, on finance encore d'autres, une industrie de la défense qui en serait séparée pour faire une sorte de pôle européen séparé de l'OTAN, c'est ça en fait? Vous l'avez dit très clairement et peut-être en termes moins jargonnants que ce que j'ai fait. Donc je crois qu'effectivement, il faut garder l'OTAN pour ce qu'elle est et puis il faut bâtir, faut utiliser l'Union européenne pour nous aider avec ces 3%, 3,5%, 5% si on ajoute les infrastructures, à nous aider à avoir des capacités militaires qui soient à la mesure de ce dont on a besoin. Et ces capacités militaires, si on décide d'intervenir avec les Américains dans le cadre de l'OTAN, elles sont disponibles. Si on est obligé de le faire tout seul, elles sont là. Et il vaudrait mieux s'assurer, et là on en vient à l'autonomie et à une indépendance de ces capacités militaires, il faut s'assurer que ces capacités, on puisse s'en servir sans feu vert américain. Tous les gens qui ont acheté des F-35, ils savent très bien que leurs F-35, ils ne pourront les utiliser que si le Pentagone le veut bien. Donc, les 3% et les 5%, vous les dépensez sur votre budget national et vous utilisez le résultat de ça pour combattre, soit dans le cadre de l'OTAN avec les États-Unis, soit, si les États-Unis ne sont pas partis à cette opération-là, s'il n'y a pas d'intérêt convergent, dans un cadre autonome. Et moi, je plaide vraiment pour qu'on ait un quartier général, autre que SHAPE,
que le quartier général de l'OTAN. Parce que je suis peut-être Basé obsédée, où mais c'est vraiment important, par les questions de communication sécurisée et de renseignement. Oui, mais- Si vous êtes complètement transparent avec les Américains quand ils envisagent de s'installer militairement au Groenland, ça n'est pas Un possible. quartier général basé où alors, à Paris? Non, pourquoi pas? Non, mais je sais pas, moi je pose la question. Paris, oui, Est-ce c'est que, ça. est-ce que les Américains laisseraient faire les Européens? Écoutez, Oui, si, oui, oui, je crois qu'on les pense prend au mot. que... Si vous voulez, moi je cite l'exemple de Galiléo. Je crois que je vous l'ai peut-être déjà cité. Vous m'arrêtez si j'ai déjà. Non, vous ne l'avez pas cité. C'est un système donc de positionnement par satellite. Au début, les Américains ont fait tout ce qu'ils ont pu pour le saboter. Ils ne voulaient pas d'un système concurrent du GPS. Moi, quand j'ai eu à m'en occuper, c'était en 2015. J'ai été reçue au Pentagone et au Conseil de sécurité en disant c'est bien, ça nous fait une duplication utile. Ça nous rend moins vulnérables. Et d'avoir 2 quartiers généraux, ça nous rend moins vulnérables. Patrick Martin-Génier. Oui, mais la défense européenne, alors il faut y aller, il faut essayer de dire, mais il ne s'agit pas de... Il y aura une volonté politique. Lorsque l'on voit que l'avion du combat du futur, C'est ça, le SCAF. L'Allemagne est en Franchement. train, selon des rumeurs insistantes, d'abandonner ce projet pour se C'est tourner un projet ailleurs. franco-allemand, il faut expliquer. Franco-allemand. Donc, Les Allemands qui sont responsables. Ah oui, non, mais les Français aussi, donc. non, mais je Ah ne oui. stigmatise pas du tout les Allemands. Il y a des responsabilités des deux côtés. Ce que je veux dire que, très modestement, la défense européenne, ça doit commencer par un début de coopération industrielle en termes militaires. On voit que pour l'instant, nous n'en avons pas les moyens. Et que font les différents États? Ils achètent en effet des avions américains et on investit dans la défense pour acheter américain. Donc on voit bien que là, malheureusement, pour l'instant, eh bien, cette défense européenne, ce sera une action au long cours. Même si nous devons avoir l'action politique, on voit que nous sommes extrêmement divisés. La Belgique, la Pologne, l'Espagne, eh bien, ce sont des pays qui, même s'ils ont des volontés d'autonomie, vont continuer à acheter américain. Et la France, qui exporte par ailleurs des avions en Inde ou dans le monde entier, eh bien, n'arrive pas à imposer sa propre technologie d'aviation en Europe. Parce Compliqué. qu'elle s'y prend peut-être pas comme il faut et que l'industriel n'aide pas. L'industriel n'aide pas, oui, parce qu'il y a effectivement la part industrielle aussi, Richard Verly. Et de ce point de vue, alors effectivement, les responsabilités sont partagées. Il me semble quand même que la première à avoir dit que l'avion du futur ne devrait pas être binational, c'est Dassault. C'est pas les Allemands. Oui, il y a une responsabilité. Mais il y a un enjeu très important en Ukraine. C'est celui qu'Olivier soulignait, c'est les drones. Les Ukrainiens, par la force des choses et de la guerre, ont acquis une compétence en matière de drones, et il faut que cette compétence profite aux Européens et pas aux Américains, parce que l'Ukraine a vocation à intégrer l'Union européenne. Et là, il va y avoir une bataille industrielle à mort, parce que les Américains ont bel et bien l'intention de mettre la main sur les compétences ukrainiennes dans ce secteur stratégique pour les guerres du futur. Avec notre financement. Bien sûr. Merci en tout cas d'avoir participé à ce débat. Claude France Arnoux, Olivier Weber, merci. Richard Verly, Patrick Martin-Génier, merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez le débat sur les réseaux sociaux. Restez avec nous.